Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je fais l'école à la maison, l'instruction en famille avec mes enfants. Première partie, je vais vous faire une courte rétrospective de ce qui nous a conduit à faire l'instruction en famille. Ensuite, nous verrons ensemble ce que nous apporte l'IEF dans notre quotidien. Je répondrai ensuite à la question peut-on faire l'IEF aujourd'hui? Et enfin, nous verrons ensemble quelle organisation mettre en place dans un quotidien de famille en IEF. Donc dans un premier temps, on va faire une petite rétrospective. Donc je suis maman de deux enfants, Jade qui a 8 ans maintenant et Hugo qui a 5 ans et demi. Ils ont tous les deux des neuroatypies. Ils sont soit TDAH, soit 10, soit HPI, soit le combo gagnant, les trois. Donc ma grande a été scolarisée 1 an en école Montessori à raison de 2 jours par semaine. Quand elle était toute petite, elle n'avait que 2 ans et 4 mois. Et l'école a fermé suite au Covid et il était impossible pour moi de la scolariser dans une école traditionnelle. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former vraiment de manière structurée, notamment à la pédagogie Montessori. Donc j'ai fait le 0,3, le 3,6 et maintenant le 6,12. Alors pourquoi le choix de l'IEF? C'est pas vraiment un choix en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard sur la suggestion de l'ancienne directrice d'école de ma fille. Elle m'a dit bah pourquoi tu ferais pas ça? Et un peu naïvement, je me suis lancée dans l'aventure. Donc à savoir qu'à l'époque c'était assez simple, c'était une simple déclaration, que maintenant c'est un peu plus compliqué, on en parlera un peu plus tard. Qu'est-ce que nous apporte l'IEF aujourd'hui? Donc pour résumer un petit peu ce que notre approche et ce que nous apporte l'IEF aujourd'hui, je résumerai ça en 3 points. Le premier, c'est le respect du rythme de l'enfant, surtout quand on a des enfants à besoins éducatifs particuliers, de cultiver le slow et enfin de préserver vraiment comme une petite étincelle à sauvegarder et à protéger. C'est vraiment de préserver ce goût naturel qu'ont les enfants pour les apprentissages. Le respect du rythme de l'enfant. Alors, il s'entend pour moi sur 2 plans. Sur le plan des apprentissages et sur le plan biologique. Sur le plan des apprentissages, je dirais qu'il faut pouvoir prendre le temps si nécessaire pour acquérir certaines notions et pouvoir passer plus vite sur certaines autres notions qui prennent moins de temps et qui sont moins difficiles pour l'enfant. C'est vraiment un apprentissage individualisé et j'individualise chacun des apprentissages en fonction du profil de mon enfant. Donc ça, c'est ce que nous permet l'IEF et elle nous permet aussi de respecter le rythme biologique de l'enfant, c'est-à-dire se caler en fonction de son rythme à lui, de ses besoins et éventuellement des saisons. En général, c'est ce qui se passe. Et fini la course, le stress du matin pour être à l'heure au boulot, à l'école, aux différentes modes de garde, aux activités. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait courir toujours plus et toujours plus vite. Alors quand j'ai donné naissance à mon deuxième enfant, j'ai dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour mes enfants? Donc ce qui nous amène un petit peu au deuxième point, c'est cultiver le slow. Donc pour ce deuxième point, cultiver le slow, c'est-à-dire pour moi avoir un rythme plus respectueux des besoins de chacun. Moins de stress, des temps de calme et de repos, des temps plus d'activité extérieure, plus de lien avec la nature. On sait que le lien avec la nature est hyper bénéfique pour les enfants et notamment les enfants en bas âge, mais je dirais même pour tous les enfants. Ça développe la motricité globale, la motricité fine, le développement sensoriel, ça répond à son besoin de mouvement, ça répond à énormément de choses et il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire en nature. Cultiver ce slow, c'est aussi plus de moments de qualité, les voir grandir et les accompagner et prendre pleinement à cœur son rôle de parent. Et enfin, le dernier point que nous apporte l'IEF aujourd'hui, c'est de préserver leur goût naturel pour les apprentissages. Ça, c'est vraiment pour moi un point qui est essentiel. En IEF, on dispose encore de la liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'on a le choix dans les méthodes pédagogiques que l'on souhaite mettre en place.
et on peut effectivement adapter aux besoins de l'enfant, à ses propres besoins, à son propre rythme. Chaque enfant est différent, évidemment, et c'est à nous, parents, de s'adapter. Donc ça demande beaucoup de capacité d'adaptation et de remise en question, de chercher toujours de nouveaux supports. Il y a plein de méthodes d'apprentissage. On peut apprendre par le concret, par des approches pluridisciplinaires, par des pédagogies de projet, par du jeu également. En pédagogie Montessori, on a un matériel qui est souvent autocorrectif, qui permet la manipulation, le concret et une progression qui amène du concret vers l'abstraction de manière progressive. Ensuite, on a beaucoup d'apprentissage autonome. C'est cultiver l'intérêt global en vivant dans la société et par des expériences concrètes, apprendre par le quotidien, vivre dans l'instant présent avec le monde qui nous entoure, c'est-à-dire aller voir le boulanger demander une baguette, aller à la pharmacie, vraiment dans le quotidien, aller voir les voisins qui sont en train de jardiner. Ça, ce sont des apprentissages qui, pour moi, sont essentiels et qui permettent aussi les mélanges intergénérationnels. Alors, peut-on faire l'instruction en famille aujourd'hui? Alors déjà, il faut le savoir, pour faire l'IEF aujourd'hui, c'est un véritable parcours du combattant. Ça, il faut être clair, ça ne se fait pas comme ça, au niveau administratif en tout cas. Donc un premier point, l'instruction est obligatoire entre 3 ans et 16 ans. Depuis la loi CRPR de 2021, on doit faire une demande d'autorisation à l'éducation nationale, a priori, avant même de démarrer l'instruction en famille. Avant, on pouvait faire ça sur simple déclaration, mais depuis cette loi, c'est devenu un peu plus compliqué. Il existe aujourd'hui 4 motifs de demande d'autorisation. Le motif 1 pour santé ou handicap, le motif 2 pour pratique sportive ou artistique intensive, le motif 3 pour itinérance ou éloignement géographique d'un établissement scolaire, et enfin le motif 4, la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Donc ce dernier motif vise à préserver la liberté d'instruction et la possibilité de faire ce choix. Il vise à respecter aussi les recommandations du Conseil constitutionnel. Et en France, jusqu'à preuve du contraire, seule l'instruction est obligatoire et non pas la scolarisation. En tout cas, dans les textes. Dans la pratique, on doit faire des dossiers de demande d'autorisation avec un projet éducatif, avec des attentes qui sont tellement floues et des décisions qui finalement deviennent arbitraires et laissées un petit peu à la libre interprétation de l'administration. Par exemple, un même dossier qui est déposé dans 2 académies différentes peut donner des conclusions différentes, donc soit un rejet, soit une autorisation pour le même dossier. L'administration demande aux parents de prouver que l'enfant n'est pas scolarisable. Avec la loi sur l'école inclusive, en théorie, tous les enfants sont scolarisables. Ce n'est vraiment pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'était vraiment de protéger les enfants. On se rend bien compte aujourd'hui, après plusieurs années de cette loi, de mise en pratique de la loi, que le motif 4 en réalité est une coquille vide et que très peu de familles ont accès dans les faits à cette liberté d'instruction pour son enfant. On se rend bien compte aujourd'hui que les démarches administratives qui sont demandées aux familles sont disproportionnées. Il faut faire d'abord une demande d'autorisation. Si on a l'autorisation, évidemment, on a un contrôle de mairie et un contrôle pédagogique. Si on a malheureusement un refus, la famille devra faire un RAPO, un recours administratif préalable obligatoire, éventuellement un recours gracieux, éventuellement un recours hiérarchique, éventuellement des recours contentieux, donc au niveau du tribunal administratif, que ce soit en référé ou sur le fond, avec des délais qui sont parfois très longs. La famille peut également prendre contact avec le défenseur des droits, le médiateur académique et son député ou son sénateur de circonscription. Voilà, donc autant dire que les démarches peuvent être longues et parfois compliquées pour les familles. Il n'y a pas d'aide financière pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille, pas de rétribution de quelque nature que ce soit, pas d'allocation de rentrée scolaire, sauf dans certains cas pour le CNED réglementé, donc pour les motifs 1, les situations de handicap. Quelle organisation mettre en place?
Il n'y a pas deux familles en IEF qui fonctionnent de la même manière. Les apprentissages peuvent être répartis en deux sous-catégories, les apprentissages de type formel, alors purement scolaire, et les apprentissages informels, les sorties, les visites, les ateliers, les musées par exemple. Chaque famille est libre dans son organisation et dans ses choix pédagogiques. Alors quels sont les attendus, les programmes en termes d'attendus scolaires? Donc il faut savoir qu'on n'est pas soumis au programme scolaire. On doit se baser sur les attendus de fin de cycle du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc les attendus de fin de cycle, le cycle 1 par exemple, c'est petite section, moyenne section, grande section, le cycle 2 CP, C1, CE2, etc. On a un contrôle mairie tous les 2 ans et on a un contrôle académique tous les ans. Donc ça permet de vérifier la progression de l'enfant au regard des attendus de fin de cycle, que l'instruction est effective et qu'elle permet à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l'issue de la période d'instruction obligatoire, donc à ses 16 ans. Donc le déroulement des journées en IEF, on n'a pas besoin de travailler 7 heures par jour. On utilise une pédagogie qui est personnalisée et donc en général les apprentissages sont plus rapides. Donc personnellement, je travaille plutôt la théorie le matin. Lecture, écriture, calcul, pour moi, ce sont des fondamentaux. On se base sur la pédagogie Montessori et sur tout le matériel qui est associé. On travaille beaucoup par projet et en fonction des intérêts du moment des enfants ou des visites qu'on a éventuellement faites quelques jours auparavant. L'après-midi, on travaille entre guillemets, on fait beaucoup de sorties, d'activités où on peut avoir tout simplement un temps calme pour permettre de se ressourcer. Le plus important selon moi, c'est d'avoir une bonne organisation, de pouvoir anticiper, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau des sorties, prendre soin de soi en tant que personne et s'accorder des moments de qualité avec ses enfants. Idéalement, il faut se rapprocher de groupes locaux pour participer aux différentes activités qui sont mises en place en local. Il y en a énormément. Ça permet aux parents d'échanger sur les ressources, leurs difficultés, et ça permet aussi aux enfants de jouer, de développer leurs connaissances et de développer leurs compétences psychosociales. Se rapprocher aussi d'un collectif local et ou d'une association nationale est essentiel pour avoir les clés d'une demande d'autorisation et pour savoir quelle démarche il faut mettre en place. Concernant la sociabilisation, je sais que beaucoup ont des a priori ou des croyances sur le sujet en pensant que nos enfants en IEF n'ont pas de vie sociale. Je dirais bien au contraire, ils en ont même plus, je trouve, que dans les écoles. Enfin, après, tout dépend de la pratique de chacun. Mais dans l'immense majorité des familles, que je côtoie, en tout cas, il y a des sorties régulières. Les enfants sont vraiment en multi-âge, c'est-à-dire que c'est pas des sorties que de petits de 4 ans ou que de petits de 6 ans. C'est vraiment du multi-âge avec des bébés, des collégiens, et c'est vraiment très riche, avec des enfants qui peuvent être aussi bien scolarisés que non scolarisés. Ce soit le centre aéré par exemple, c'est un formidable lieu d'échange pour nos enfants. Moi je pars du principe que mes enfants apprennent à chaque instant avec tout le monde, que ce soit avec le voisin qui est en train de jardiner, avec le commerçant en allant demander une baguette à la boulangerie, avec des animateurs nature ou de centre aéré, peu importe, avec les administrations même quand ils nous suivent et qui nous accompagnent lors de rendez-vous. Nos enfants apprennent à vivre en société par le vécu et par le concret. Et je pense qu'en cela, l'IEF est très riche et apporte beaucoup à nos enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez télécharger la carte mentale, elle est disponible dans le lien sous la vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.